Alors, au niveau du règlement lui-même maintenant, donc quels sont les principes fondamentaux de sa construction et de son fonctionnement? D'une part, nous avons dès le départ voulu la plus grande clarté et simplicité. Parce que, bon, j'imagine que tout le monde sera d'accord là-dessus, mais un règlement, de manière générale, n'est pas bien perçu. Et on a plutôt la perception d'avoir déjà trop de règlements. Pourquoi un règlement supplémentaire? On a le règlement régional d'urbanisme. Et de ce fait, notre objectif était d'apporter effectivement un règlement supplémentaire, mais qui soit le plus court et qui s'inscrive dans la logique des règlements supérieurs. Donc nous l'avons organisé réellement dans cette perspective en respectant les titres du règlement régional et en ayant aussi cette logique de prescription générale et prescription particulière le plus précise. Au niveau de notre approche méthodologique, donc on s'est un petit peu attardé sur le développement urbanistique, l'histoire du développement, l'histoire de l'architecture. Et effectivement, pour nous, il était très important d'avoir des sources iconographiques qui soient un bon fondement pour cette base réglementaire, qui permettent donc d'avoir des prescriptions, donc, comme je le disais, soit à la fois générales et à la fois particulières. Alors elles peuvent être particulières en fonction du style de l'immeuble ou particulières en fonction des 5 ensembles urbains qu'on a pu voir. Et aussi dans cet objectif de meilleure compréhension, appréhension du règlement, il nous a semblé important de donner une place réelle aux documents graphiques, aux compléments, donc aux annexes du règlement. Et donc nous avons réalisé 11 planches qui permettent d'accompagner les prescriptions réglementaires, et ceci également dans un objectif didactique, pédagogique par rapport à la règle. De la même manière, on a voulu aussi relier la gestion actuelle du bâti à son histoire et au plan d'origine. Donc on a demandé à la commune de recueillir pour chacun des immeubles de la zone, on pouvait se le permettre parce que notre zone n'était pas trop grande. Donc pour chacune des maisons, chacun des immeubles, la commune a retrouvé le plus en amont possible le plan d'origine, si pas un plan d'origine, un plan très ancien. Et on a pratiquement retrouvé tous les plans d'origine. Ce qui a manqué, c'est les abords de Saint-Jean-Baptiste, mais en interrogeant Guido Stégen, il semble que ce soit plutôt du côté de la fabrique d'église que ces plans soient restés. Et donc on pourrait encore évidemment compléter, ce qui donne un outil de référence. Et donc on a cartographié cet outil de référence en remettant toute la numérotation des plans, et en fait tout a été scanné et conservé donc de manière spécifique associée à cette documentation pour gérer ce règlement zoné. Donc nous avons dans le règlement le plan de référence des plans d'origine pour chacun des immeubles. Effectivement, l'état d'origine des immeubles donne une bonne documentation pour pouvoir faire des choix et traiter certains éléments, par exemple la couleur, par exemple les divisions de châssis, sans vouloir non plus demander un effort surhumain ou impensable pour les portefeuilles des propriétaires à vouloir restituer, je dirais, les éléments dans le moindre détail, mais de pouvoir avoir un document de référence pour s'en inspirer et pouvoir orienter de manière bien documentée les propriétaires qui souhaiteraient réinvestir dans l'aspect esthétique des immeubles. C'est aussi utile, par exemple, pour les rez-de-chaussée commerciaux, pour voir d'où viennent certaines formes et comment... parce que parfois les choses évoluent et on en perd la raison et on a des éléments qui deviennent incongrus, on ne sait pas de quel processus ils ont pu relever. Tu connaissais peut-être juste celle-ci. Oui, donc petit complément d'information par rapport
Au plan des archives, le fait d'avoir pu retrouver le plan pour cet ensemble de la rue du Comte de Flandre nous a invités à intégrer le plan dans le règlement lui-même, tout comme 3 autres plans d'archives, et de pouvoir construire une prescription qui finalement est assez simple et donne pas mal de latitude finalement à l'administration, à la commission de concertation, notamment pour son interprétation. Donc c'est une prescription qui dit que la composition des façades en 4 transformations s'inspire des lignes de la composition d'origine, puisque justement on en a la trace ici. Donc on ne demande pas de refaire à l'origine, mais de pouvoir s'inspirer de ces lignes. Parce que ce qu'on peut observer dans ce quartier, comme dans de nombreux autres quartiers, dans les zones commerçantes du centre et en particulier en première couronne, c'est qu'on a une image commerciale qui dénature fortement la qualité des immeubles, à tel point qu'on a des immeubles dont la perception est divisée entre un rez-de-chaussée et des étages. Avec l'exemple ici de l'immeuble à la rue du Prado, où l'enseigne totalement démesurée favorise vraiment cette coupure. Et dans ce quartier de la place communale, on a réellement un nivellement par le bas en termes d'image commerciale, de composition, avec à la fois des matériaux qui ne sont pas adaptés et aussi des compositions tout à fait non respectueuses. Donc, nous avons donc différentes consignes permettant de réorganiser une composition avec des proportions notamment qui soient plus adaptées, en réintégrant donc l'ensemble de la façade, avec notamment au niveau des couleurs la demande que la couleur du rez-de-chaussée soit si possible dans la même couleur que la couleur des étages, sauf si le rez-de-chaussée constitue une composition à part en tant que telle, avec un niveau de détail qui demande par exemple un soubassement qui soit en saillie, parce qu'on peut voir au niveau de ces 3 devantures de la place communale qu'une composition entièrement lisse fait perdre toute qualité. Autre niveau de détail, donc, comme on le voit aussi sur la photo, le placement des enseignes implique souvent le fait de supprimer les consoles qui portent les balcons. Et donc nous avons illustré par schéma ce qui est toujours plus facile à comprendre que de longues explications, le fait que les zones d'enseigne doivent respecter cette caractéristique et ces éléments stylistiques, et donc de pouvoir jusqu'à restituer les consoles à partir du moment où elles sont disparues. Au niveau des enseignes également, donc on a un ensemble de règles qui permettent de mieux organiser le placement, donc la limitation des enseignes au niveau du rez-de-chaussée, ce que le RRU ne prescrit pas pour l'ensemble de la zone en tout cas. Une limitation du nombre d'enseignes, on l'a vu sur les photos aussi, celles-ci sont bien souvent trop nombreuses, des dimensions, et également une réflexion qu'on a pu mener en collaboration étroite avec la commune sur les types de modèles à préconiser, et de nouveau donc avec des doubles échelons de restrictions en fonction des zones dans lesquelles on se trouve. Donc, pour la place communale, on a finalement été vers la demande d'enseignes en lettrage découpé, qui permet notamment de mieux respecter ces zones d'enseigne relativement limitées. Une autre problématique très fréquente est le remplacement des châssis, avec très peu de châssis d'origine dans ce quartier. Et donc il a paru essentiel de pouvoir guider les demandeurs en cas de remplacement des châssis, puisque même les châssis en PVC vieillissent, et vieillissent d'ailleurs beaucoup plus vite que les châssis en bois du 19e siècle. Et donc la prescription, une fois de plus, est relativement simple. Elle indique qu'il faut, dans le cadre de l'architecture néoclassique,
respecter le modèle, et c'est le modèle lui-même, donc un annexe du règlement, qui donne les lignes de conduite et les explications les plus précises. Au niveau des portes, nous avons fonctionné de la même manière, avec cette fois-ci un guide vers la porte néoclassique. Et pour la porte néoclassique, donc je le disais tout à l'heure, à la rue Van der Malen, plusieurs ont encore été conservés. Donc on a été plus direct vers le fait de demander la préservation de tout ce qui existe, d'autant plus que les portes demandent d'autant moins à être remplacées pour des raisons énergétiques. Et puis quelques illustrations de modèles de portes sans imposer bien sûr l'un ou l'autre en fonction de chaque cas d'espèce. Et de la même manière pour le patrimoine art déco et moderniste, nous avons indiqué différentes possibilités, et au départ bien sûr du quartier lui-même. Donc l'ensemble des illustrations ici reprennent des portes de l'ensemble Saint-Jean-Baptiste, avec deux portes qui sont en fait issues des plans des archives. Voilà, donc ici ces illustrations montrent l'importance donc de résoudre ces petites altérations qui effectivement ne constituent pas des perturbations fondamentales du bâti, mais qui portent à conséquence dans le cadre des ensembles, justement par leur accumulation. Donc ici on voit l'exemple de traitement de châssis différenciés, de portes également. Un balcon qui est mal entretenu dans la ferronnerie a disparu. Un autre élément qui nous a paru important d'intégrer dans ce règlement est la question des rehausses, avec l'observation générale d'un quartier très bien, où le gabarit est très bien préservé. Donc on a le maintien d'une belle cohérence au niveau du gabarit. Et cela nous a mené à limiter autant que possible les rehausses, d'autant plus que ce quartier centre historique de Molenbeek a une densité qui est très importante. C'est une densité qui est 4 fois plus élevée que la moyenne régionale, et il nous a paru inopportun d'avoir un règlement d'autant plus visant la préservation des ensembles et de la qualité du bâti, qui permettent différentes rehausses et donc densification donc de ces toitures. La seule exception donc à cette règle de préservation, c'est pour cet ensemble bonne vie facteur, où on a effectivement différents ensembles bâtis qui n'ont pas nécessairement les mêmes gabarits entre eux, et pour lequel on a ouvert la possibilité d'avoir une rehausse, mais à ce moment-là avec des conditions assez précises permettant de garantir donc, le respect donc, des codes de l'architecture néoclassique, avec ici les éléments de détail. Donc finalement ce qui fait la qualité et la force principale de ces éléments, c'est justement les corniches, les trous de boulins, et donc voilà, il y a une demande de préserver et de restituer ces éléments en cas de rehausse. Pour terminer la présentation, donc c'est un règlement que nous n'avons pas élaboré ensemble, pour lequel nous avons souhaité pouvoir organiser impliquer le plus en amont possible différents organismes ressources, avec donc la DMS, la direction d'urbanisme, la CRMS, mais aussi les acteurs locaux qui puissent apporter un soutien pour l'aide et conseils dans l'application du règlement, et donc ils nous ont permis à la fois d'avoir un regard par rapport à la pratique de terrain et aux principaux problèmes auxquels ils sont confrontés, mais aussi par la suite donc, de pouvoir être un porte-parole par rapport aux fondamentaux donc, de ce règlement qu'on livre. Et nous avons enfin une réunion publique
dans le cadre d'enquêtes publiques, nous avons pu présenter les principes de ces règlements, donc début de cette année-ci. On a eu une belle participation de riverains, donc des propriétaires, des commerçants, l'ensemble des organismes conseils étaient présents également et ont pu aussi indiquer la possibilité de suivi qu'ils pouvaient apporter en cas de projet de transformation ou en cas de régularisation. Et avec finalement une grande adhésion du public par rapport au fondement du règlement. Donc il n'y a pas du tout et loin de là une remise en question de la qualité du quartier, et il y a réellement de la part des riverains une envie d'amélioration et de restitution de la qualité, mais avec bien évidemment différentes questions pratiques et notamment la question du financement et donc des coûts qu'impliqueraient donc ces travaux. Voilà, nous en avons terminé. Oui. Donc en fait, on s'est aussi rendu compte que cet outil, avec une méthodologie un peu répétée entre nos différentes expériences de règlement zoné, en fait cet outil il est reproductible et il peut s'appliquer à différents quartiers. On peut décliner, je dirais, une analyse de quartier ou une autre, et c'est un outil de gestion qui est assez rapide à mettre en œuvre et assez intéressant parce qu'il traite des pans entiers de la ville avec des dénominateurs communs par sous-catégorie. Donc c'est vraiment un outil qu'on trouve que la région pourrait encourager les communes à utiliser. Merci.